L'outfit de Chicago. Des 25 familles américaines, elle est souvent considérée comme la 6e famille de New York. Tellement son influence et sa puissance lui permettaient de rester indépendante de la commission créée plus tôt par Lucky Luciano. Vous n'avez jamais entendu parler de la mafia de Chicago? Et si je vous dis Al Capone? Très bien, on peut commencer. L'outfit, ça veut dire l'équipe. C'est comme cela que l'on désigne la famille mafieuse et criminelle de Chicago. Nous sommes en 1910 et Giacomo Colosimo, dit Big Jim, va donner vie à l'une des 5 familles présentes sur le territoire des États-Unis. Lui, c'est le boss de la Mano Nera à cette époque, cette organisation chargée d'extorquer de la thune en envoyant des lettres de menaces, frappées de la main noire. Big Jim naît en Calabre en 1877, et dès son arrivée à Chicago en 1895, il va y développer, en plus de la Mano Nera, un véritable réseau de prostitution, de raquettes et de jeux d'argent. 1910 signe donc les débuts d'une des familles les plus puissantes des États-Unis, et qui naquit dans le sud-ouest de Chicago, dans le quartier de Little Italy. En place dans une partie du South Side, il est néanmoins menacé par les nombreux autres gangs de la ville, et notamment par les Irlandais du North Side. Il est temps pour Big Jim d'appeler à la rescousse son neveu par alliance, le très puissant Johnny Torrio, alors leader du gang des Five Points de New York. Mais que serait Johnny Torrio sans sa nouvelle recrue au sein du Five Points? Al Capone. Ramène ta fraise, Alphonse. J'ai besoin de toi. Ça tombe bien, je me les gèle. En plus, New York, c'est saturé. Peu à peu, Big Jim, Torrio et Al Capone vont avaler tout le South Side, qui devient alors italien. La Mano Nera disparaît au profit de l'implémentation de la mafia dans tout le Michigan. Mais voilà, 1920 commence la prohibition, et Big Jim s'oppose à Torrio concernant cette nouvelle activité criminelle, la contrebande d'alcool. Big Jim préférant se contenter de ses 200 maisons closes pour se faire du blé. Torrio, lui, ne compte pas rater le coche. En plus de cela, Big Jim avait, plus tôt, quitté la tante à Johnny pour aller se remarier avec une chanteuse, plus jeune, du nom de Dale Winter. Torrio s'arrange donc avec Frankie Yale. Big Jim Colosimo est assassiné le 11 mai 1920, dans son resto de Little Italy. On est tranquille, Al. Fais chauffer les tonneaux. Ok, boss. Je m'en occupe. Début des années 20, l'outfit s'enrichit grâce à la prohibition. Mais la marche vers le succès ne peut aboutir lorsque l'on souffre. On souffre de quoi au juste? D'une épine dans le pied, les Irlandais du Northside. Torrio et Al Capone ordonnent donc, en 1924, l'assassinat de Charles Dean O'Banion, le chef du gang des Northsiders. Ce sont là les débuts d'une guerre pour le contrôle de la ville, en pleine prohibition, où la contrebande d'alcool ne peut exprimer son plein potentiel lucratif qu'à l'aide d'un contrôle absolu du territoire. 1925, les représailles. Al Capone échappe de peu à une embuscade au sein de sa limousine. Son chauffeur est criblé de balles. Et à peine 12 jours plus tard, Johnny Torrio en reçoit plusieurs, touché au bras, à la bouche et à l'abdomen sur le pas de sa porte. Le bougre s'en sort, mais après son rétablissement, il décide de s'en aller, direction l'Italie. Ah, la casquette de tout ça. Je me tire. Al Capone devient dès lors le boss de l'outfit de Chicago à l'âge de 26 ans et doit faire face au nouveau leader du Northside, Hymie West, et son bras droit, Bugs Moran, qui n'ont qu'une seule idée en tête, venger le défunt O'Banion. En 1926, le clan Capone a raison d'Hymie West, 14 balles que le corps du jeune Irlandais de 28 ans n'encaissera pas. Al Capone ne va pas s'arrêter là, il faut qu'il arrive à faire disparaître toute la bande, et en particulier son nouveau chef, Bugs Moran. Nous sommes dans un garage du quartier de Lincoln Park, le 14 février 1929. Jack McGurn, un proche d'Al Capone, donne rendez-vous à Moran. Il prétend être en possession d'une cargaison de whisky de contrebande, et qui pourrait fortement l'intéresser. Les hommes de Bugs sont là, quand débarquent les hommes d'Al Capone, dont certains déguisés en flics. Vous avouerez qu'à coup de trait de la sorte, il est plus facile de désarmer du gangster. Tourne-toi contre le mur et bouge pas. C'est le massacre de la Saint-Valentin. 7 cadavres sont retrouvés sur place. Mais pas celui de Bugs Moran. En effet, en retard au rendez-vous, et ayant aperçu les faux policiers en arrivant aux abords du garage, il prit la fuite, pensant à une véritable descente de flics. Je l'ai échappé belle, et quand je repense à mon père qui me disait que si j'arrivais en retard, j'arriverais à rien dans la vie, je suis bien content d'en faire qu'à ma tête parfois.
McGurn sera quant à lui assassiné en 1936, le jour de la Saint-Valentin également. Tcha. Nous sommes en 1930 et Chicago passe entièrement sous le contrôle de l'Outfit, la mafia italienne. En 1931 cependant, Al Capone est condamné à 11 ans de prison ferme pour fraude fiscale et son lieutenant, Frank Nitti, quant à lui, en prend à peine pour 18 mois. À sa sortie de prison, Frank Nitti prend la tête de l'Outfit, jusqu'à la diriger par son bras droit, Paul Ricca. Mais Al Capone reste encore le véritable don de la famille, et dès la fin de la Prohibition, il ordonne à John Roselli de se rendre à Los Angeles afin de prendre le contrôle de l'industrie cinématographique. Roselli devient pote avec Brian Foy, producteur des studios Eagle Lion Films. Il connaît tout le monde, stars, réalisateurs, et va même forcer le boss de Columbia Pictures à engager cette jeune inconnue, Marilyn Monroe. C'est Tony Accardo qui donne à présent le directive au sein de l'Outfit, un ancien homme de main d'Al Capone. Il a pris le contrôle des syndicats d'acteurs, et si les studios de cinéma ne payent pas, c'est toute l'industrie qui risque d'être paralysée. Le gouvernement va d'ailleurs ouvrir une enquête afin d'éviter que les plus gros studios comme Paramount Pictures ou 20th Century ne soient victimes de ce racket. Nous sommes en 1943 et sont inculpés Frank Nitti et son bras droit, Paul Ricca. Ricca va reprocher à Nitti que, malgré le fait qu'il est un informateur au sein du FBI, personne n'ait été mis au courant de l'enquête en cours. Nitti, lâché par la famille et conscient qu'il finira en tôle, se suicide le 19 mars 1943. Quant à Tony Accardo, parrain officiel de l'Outfit de 1947 à 1957, il ne sera jamais véritablement inquiété, même avant son investiture en tant que boss de Chicago. De 1957 à 1966, c'est Sam Giancana qui devient le don de la famille de Chicago. Lui et John Fitzgerald Kennedy partagent la même maîtresse, Judith Campbell. En plus de cela, l'Outfit de Chicago aurait favorisé l'élection de Kennedy en trafiquant les votes dans tout le comté de Cook. Et vous vous en doutez, avec la mafia, il y a toujours quelque chose en retour. John Kennedy était censé, une fois élu, desserrer l'étau autour de la mafia américaine. Mais une fois président en 1960, c'est tout l'inverse qui se produit. Lui et son frère, Robert Francis Kennedy, alors procureur général, vont se lancer de toutes leurs forces dans cette bataille contre la pègre. Résultat, John est assassiné en 1963 et son frère, lui, en 1968. Judith Campbell, d'ailleurs, confirmera cette version plus tard. Mais vous me direz, la mafia a bon dos. Et quand on sait que Kennedy avait probablement beaucoup d'autres ennemis, notamment en raison de ses positions contre la guerre au Vietnam, on peut se demander quelle mafia en avait vraiment après lui. C'est dans les années 50 que l'Outfit va commencer à investir dans les casinos de Las Vegas. Il fallait bien blanchir le pognon détourné de la caisse des retraites des camionneurs pendant toutes ces années, et avec la complicité du leader syndicaliste des Teamsters, Jimmy Hoffa. Tout cela se déroula sous la supervision du célèbre Meyer Lansky, le génie de la Cosa Nostra new-yorkaise et fidèle allié à Lucky Luciano. Ce n'est véritablement qu'à partir des années 70 que le gouvernement va se pencher sur le secteur des jeux de Las Vegas, en multipliant contrôles et incursions au sein des casinos. De 1971 à 1986, le boss de l'Outfit c'est lui, Joe Aiuppa. De 2005 à 2007 a lieu le procès des secrets de famille, censé revenir sur les crimes commis par l'Outfit à partir des années 70. Ouais, mieux vaut tard que jamais. La loi RICO est une loi fédérale qui stipule que si des crimes ont été commis sous l'égide d'une organisation criminelle, eh bien les peines peuvent être considérablement étendues. 15 membres et associés de l'Outfit comparaissent, accusés de 18 meurtres au total. Joe le clown Lombardo, ex-boss de l'Outfit et deux des hommes de main de l'organisation mafieuse, Frank Calabrese Sr. et James Marcello, sont sur le banc des accusés. Et vous savez grâce à qui? Eh bien, grâce au fils de Frank Calabrese Sr., nommé Frank Jr. d'ailleurs.
qui, emprisonné en même temps que son père en 1995, avait enregistré ce dernier sur magnétophone pendant qu'il déblatérait tout, je dis bien tout, sur la mafia de Chicago. L'a-t-il fait pour bénéficier d'une réduction de peine ou pour dénoncer les crimes de l'outfit et de son père? On ne sait pas trop, mais suite à cela, Frank Calabrese Sr. est condamné à la perpétuité. Il en est de même d'ailleurs pour Joe Lombardo et James Marcello, qui finiront tous leur vie derrière les barreaux. Même si le gouvernement américain, qui a tant profité de cette mafia, avec laquelle il a collaboré ici et là, a porté un coup dur à l'outfit de Chicago lors de ce procès, il n'en reste pas moins que cette famille fondée plutôt par Big Jim Colosimo est à présent centenaire et continue de déployer ses tentacules sur une société américaine malade, rongée par les gangs et la drogue. Tout le monde me connaît, non pas parce que je suis le plus dangereux ou le plus beau. Il est vrai que j'ai nettoyé la ville de tous ces Irlandais. Mais la vérité, c'est que l'Américain me doit beaucoup. Ouais, je lui ai donné à boire quand il avait soif. Et ça, personne ne l'oubliera.